Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler de furtivité. On va ici compléter la série vidéo sur le même sujet qui est actuellement diffusée par Bruno Aviation sur sa chaîne. Je vous renvoie vers sa vidéo. Vu ses précédentes vidéos déjà sur le F-35 couleur Rafale, on peut s'attendre à des vidéos de très bonne qualité. Alors le but ici n'est pas de concurrencer les vidéos de Bruno, bien au contraire. Avec Bruno, on se connaît depuis longtemps, puisqu'on a été ensemble dans le même lycée et animés par la même passion de l'aviation. Je vais donc compléter ces vidéos pour vous donner des détails un peu plus techniques et des informations complémentaires par rapport à ces vidéos. On va se concentrer aujourd'hui sur la furtivité du SR-71 Blackbird, puisque c'est surtout sur cet avion que se concentre le premier épisode de Bruno. Alors le Blackbird, c'est un avion mythique et pas seulement pour sa forme. Souvent, quand on évoque les avions furtifs, on associe une silhouette atypique avec une peinture noire. Et l'on classe parfois, à tort, le Blackbird dans cette catégorie. La silhouette du SR-71 est davantage dictée par des contraintes aérodynamiques en haut supersonique. Quant à la couleur noire, c'est une peinture à base de graphite, le graphite ayant la capacité d'absorber une petite portion des ondes radar. Contrairement à ce que l'on pense, le choix du noir sur le Blackbird n'est pas dicté par des considérations de furtivité, mais parce que le noir a la propriété d'émettre plus de chaleur. Sur un avion comme le Blackbird, où les températures peuvent atteindre près de 300 degrés à certains endroits, on pourrait penser que le noir ne serait pas un bon choix. Or, dans un environnement très froid où l'air est moins dense, ce qui est le cas à très haute altitude, eh bien le noir va en fait rayonner davantage de chaleur que les autres couleurs. Ainsi, les ingénieurs parvenaient à baisser la température de certaines parties du Blackbird de l'ordre de 15 à 30 degrés Celsius. Assez rapidement dans sa conception, les ingénieurs ont tenté de réduire la surface équivalente radar du Blackbird afin de le rendre moins détectable. Pas furtif, comme le dit très bien Bruno, mais moins détectable. Dans sa vidéo, Bruno parle d'ailleurs de techniques testées sur U2 pour réduire la surface équivalente radar avec des fils sur la structure. Vous avez ici une image de ces fils sur la dérive du U2. Ces fils avaient pour but d'absorber une partie de l'énergie radar des radars VHF. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette méthode, qui peut fonctionner pour les radars VHF, ne fonctionne pas nécessairement pour les radars UHF. Les radars VHF, à l'époque, étaient utilisés pour la surveillance du ciel par l'Union soviétique et non par les systèmes comme le système solaire de type SA2. En réduisant la capacité de détection des radars d'alerte avancée, cela devait permettre de retarder la détection de l'avion et éviter que les radaristes soviétiques ne puissent guider de manière suffisamment efficace des chasseurs dessus. Pendant longtemps, la CIA n'a pas jugé crédibles les témoignages des pilotes de U2 indiquant que des MiG tentaient de les intercepter, jusqu'à ce que le U2 de Gary Powers soit abattu. Suite à cet événement, la CIA devint très frileuse à risquer un avion espion en territoire soviétique, pour des considérations politiques, mais pas seulement. D'ailleurs, le SR-71 n'a jamais survolé le territoire soviétique. Toutes les missions à proximité du territoire soviétique ont été faites toujours à distance, mais sans jamais pénétrer dans le territoire soviétique. Le SR-71 a donc été étudié pour inclure des parties de son fuselage qui absorbent une partie des ondes radar au lieu de les réfléchir. Vous avez justement des formes triangulaires qui ont été intégrées au niveau des bords d'attaque et des gouvernes, comme vous pouvez le voir ici. Inutile de vous dire que la résistance à la chaleur de ces matériaux était essentielle. Sur cette image, vous avez l'image nue d'une aile de SR-71 qui avait été usinée et on voit les triangles dans lesquels étaient insérés ces fameux matériaux RAM pour Radar Absorbent Material. Et ici, vous avez une image de la fabrication d'un exemplaire de l'avion où on voit justement ces fameux cônes. Les ingénieurs avaient donc rapidement compris que les arêtes
était responsable de la majorité des réflexions radar. On verra plus loin dans d'autres vidéos que ces fameux cônes, on les retrouve aujourd'hui dans pas mal d'avions furtifs. Malgré cela, lors des missions de SR-71 au-dessus du Vietnam, les pilotes rapportèrent que l'avion était régulièrement engagé par des SA-2. À chaque fois, les missiles détournaient derrière l'avion. D'ailleurs, un débris de missile avait été retrouvé sur un SR-71 après une mission au-dessus du Vietnam, suite à un tir lors de cette mission de 6 missiles SA-2 qui avaient été identifiés, notamment avec les caméras qui filmaient carrément lors de leur passage les déplacements et les tirs des missiles. Dès 1967, le SR-71 commença à être équipé d'un système de brouillage destiné à brouiller le SA-2 sur les bandes S et C, à savoir les bandes de radar de surveillance, mais aussi de poursuite qui permettaient de guider les missiles. C'est ce que l'on a appelé le système DEF, pour Defensive Electronic. Le but étant de créer du bruit électronique pour masquer l'écho radar du SR-71. Il fut aussi inclus le brouillage ensuite de la bande X pour contrer le système SA-3 et les radars des intercepteurs. Le Blackbird fut aussi équipé d'un récepteur d'alerte radar, qu'on appelle RWR, Radar Warning Receiver, afin d'indiquer au pilote quand il était éclairé par un radar, mais aussi pour déclencher le brouillage automatiquement et activer automatiquement donc le système DEF. Cet équipement, le système DEF, était placé sur les joues de l'avant du fuselage. De part et d'autre du fuselage. De chaque côté, vous en aviez un. Parlons maintenant de la défense du SR-71 face au SA-2. À en juger par le nombre d'engagements tentés par les Nord-Vietnamiens, qui se comptent quand même en plusieurs centaines, on peut s'interroger sur l'efficacité des dispositifs de furtivité installés sur l'avion. La principale défense du Blackbird face à cette menace résidait en fait dans sa vitesse et dans son altitude. Pour comprendre ça, on va voir justement un exemple d'engagement par un SA-2, de manière très sommaire. Pour mieux comprendre la difficulté à engager un Blackbird avec un SA-2, certaines notions radar sont importantes. Quand le SR-71 approche d'un radar, il va être détecté à une certaine distance. Les matériaux RAM vont simplement retarder la détection, plus ou moins bien. Et plus ou moins bien en fonction également du profil que l'avion envoie au radar, et donc de l'orientation de l'avion par rapport à l'antenne. Si le SR-71 se rapproche du radar, il va entrer ensuite dans la zone d'engagement que l'on appelle la WEZ, pour Weapon Engagement Zone. L'opérateur va pouvoir tirer alors un missile puisqu'il est maintenant à portée de tir des missiles. Il faut savoir qu'à la verticale du radar, il y a une zone aveugle que l'on appelle le cône mort. L'antenne du radar n'est pas dirigée suffisamment vers le haut afin de maximiser la détection à longue distance en pointant l'horizon. Ainsi, plus vous êtes haut, et plus ce cône mort va être grand autour du radar. Et donc un SR-71 qui vole très très haut, et bien forcément vous allez avoir un cône mort autour du radar qui va être assez important. Quand le SR-71 va entrer dans ce cône mort, le radar du SA-2 ne verra plus sa cible et ne pourra donc plus guider le missile dans sa direction. Par conséquent, le missile sera perdu. Le missile va devoir donc continuer sur sa dernière trajectoire et exploser derrière sa cible, qui correspond justement à ce que certains pilotes de SR-71 ont affirmé au Vietnam, puisque les SA-2 explosaient régulièrement derrière le SR-71. Donc il est possible que ça soit la cause de nombreux échecs de tir du SA-2 sur les SR-71 au Vietnam, et que potentiellement le brouillage ne soit pas la cause de ces missiles qui auraient raté leur cible. Mais observons maintenant comment le missile va se déplacer sur le plan vertical. Vous allez voir que c'est très intéressant. Le SA-2 est un système qui guide le missile en poursuite, qu'on appelle poursuite pure. C'est-à-dire que le missile va constamment viser directement sa cible et non adopter une trajectoire avec avance qui serait plus courte.
On va donc avoir une trajectoire qui ressemble à ça. Une trajectoire qui pourrait amener à faire que le SR-71 entre dans le cône mort avant même que le missile ne l'ait atteint. En sachant qu'un missile n'est propulsé que pendant quelques secondes avant que son booster soit épuisé. Celui-ci va donc accélérer fort et accumuler une certaine quantité d'énergie, tout en montant vers sa cible. Mais rapidement, sans propulsion, son énergie va diminuer et encore plus en engageant une cible à très haute altitude comme le Blackbird. Et à cause de la gravité, le missile va devoir utiliser plus d'énergie cinétique pour la convertir en énergie potentielle et donc gagner de l'altitude. Ajoutez à cela le fait que le missile doit constamment manœuvrer pour suivre sa cible, il va utiliser ses gouvernes qui, comme sur un avion, vont créer de la traînée et lui faire perdre encore plus d'énergie. Le missile a donc de grandes chances d'arriver à court d'énergie avant d'atteindre sa cible dans le cas d'un Blackbird qui vole très haut. Si l'avion ne rentre pas dans le cône mort, mais a une trajectoire, comme on peut le voir maintenant ici, qui le maintient dans la zone d'engagement, il n'y a alors pas de risque de perte de poursuite, mais le missile va devoir aussi manœuvrer sur le plan horizontal pour suivre la cible et donc perdre davantage d'énergie. Même si le SA-2 peut atteindre l'altitude du SR-71, sa portée restait néanmoins trop faible et sa vitesse de réaction trop lente. Pour espérer toucher un SR-71, il fallait vraiment le tirer au bon moment pour faire en sorte que la trajectoire du missile soit le plus optimisée. Ce qui n'était pas chose aisée. Mais si on prend un SA-5 Gammon, qui était un peu plus moderne, et qui a un missile qui peut porter à 200 km, là ça pouvait représenter une beaucoup plus grande menace. Fort heureusement, le SR-71 ne fut jamais confronté à lui au Vietnam. En conclusion, la furtivité du SR-71 était toute relative. On peut davantage parler ici de réduction de la surface équivalente radar, dont le but était de réduire le temps de réaction des opérateurs de défense aérienne. À savoir que le SA-2 était également un missile qui avait une portée relativement faible et qui était assez limite pour engager le SR-71. Ça marchait bien pour engager un U-2 parce que ça volait lentement et donc là, le missile avait moins de corrections de trajectoire à faire, il perdait moins d'énergie. Mais un SR-71 qui volait à Mach 3 et à plus de 70 000 pieds, voire 80 000 pieds, c'était une autre paire de manches. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler d'un petit logiciel qui existe, qui s'appelle SAM Simulator, qui est un excellent simulateur qui reproduit notamment le SA-2. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur ce simulateur il y a quelques années pour montrer un peu comment fonctionnait le SA-2. Donc si vous voulez un peu plus de précision sur le fonctionnement du SA-2, ce simulateur, SAM Simulator, est vraiment excellent, même si c'est de manière simplifiée. Eh bien, ça vous permet de mieux comprendre comment fonctionnait le système, comment on verrouillait, comment on guidait. Ça peut être très intéressant si vous vous intéressez à ce domaine-là. Pour en revenir à notre sujet, si l'armée américaine voulait vraiment rendre un avion furtif, il faudrait partir sur un modèle d'avion dédié où l'aérodynamique serait moins contraignante. Et c'est ainsi que naîtra le projet AvBlue, dont je ne doute pas que Bruno devrait aborder prochainement. Ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à poser vos commentaires et vos questions. Et surtout, allez voir la chaîne de Bruno. Il y a des vidéos qui sont vraiment des petites pépites super intéressantes sur le F-35, sur le Rafale. Et là, la série à laquelle il s'attaque sur la furtivité, ça fait déjà quelques mois qu'il m'en parlait. On essayait de se coordonner justement pour être un peu complémentaires l'un de l'autre dans ces vidéos. Eh bien, je pense qu'on aura aussi une excellente série vidéo. Je pense que ça va vous passionner. Donc allez faire un tour sur le site de Bruno, vous ne le regretterez pas. Si vous voulez vous intéresser au SR-71 Blackbird, ce qu'il faut savoir, c'est que au milieu des années 2000, la quasi-totalité des missions du Blackbird ont été déclassifiées, ainsi que tout le programme, quasiment. Et on a énormément de documents et d'ouvrages qui sont hyper intéressants, et notamment celui que je vous recommande très fortement, que j'ai lu et que je suis toujours en train de lire, c'est celui de Paul Crickmore,
qui est Beyond the Secret Mission. Et là, vous avez un compte-rendu qui est extrêmement détaillé de toutes les missions du A12, du Blackbird. Il fait plus de 700 pages ce livre, mais c'est une bible sur l'histoire de cet avion iconique. À bientôt!